Ma petite amie a dit, si tu ne supportes pas les blagues de mes amis, tu n'as qu'à payer et partir. Alors je me suis levé, j'ai pris mes clés et j'ai quitté le restaurant. Leur rire s'est éteint quand ils ont réalisé que je n'avais payé que mon repas. C'était censé être le dîner de promotion de ma copine, et ses amis ont essayé de m'humilier. Quand je les ai confrontés, Chloé a dit, si ça ne te plaît pas, paye et pars. Alors j'ai payé mon plat et je suis parti. Puis j'ai regardé tout ce petit monde s'effondrer. Voici ce qui s'est passé. Imagine la scène. Moi, 27 ans, je vis à Kansas City. Je bosse dans l'électricité depuis presque 10 ans. Je gagne bien ma vie en gardant les lumières allumées dans cette ville. Et je restaure des Harley, parce qu'apparemment je déteste avoir du temps libre et de l'argent en trop. J'ai rencontré Chloé, maintenant mon ex, il y a 3 ans au Hall at the Moon au centre-ville. J'étais là avec mon pote Hunter pour fêter sa promotion. Elle était avec ses copines pour un anniversaire. On a parlé au bar pendant 1 heure, de tout sauf du travail, ce qui était incroyablement rafraîchissant. Elle était coordinatrice marketing, ambitieuse à mort, avec ce genre d'énergie, je ne suis pas comme les autres filles, qui m'a complètement happé. Elle semblait vraiment intéressée par mes projets de restauration de Harley, posait des questions intelligentes, riait à mes histoires de galères sur les chantiers. Pendant les premiers mois, j'ai cru que j'avais gagné à la loterie. Les signaux d'alarme ont commencé doucement. Comme quand je lui ai parlé d'un concours de barbecue organisé par un pote, et qu'elle m'a demandé, il y aura des gens normaux là-bas aussi? Ou quand elle m'a vu couvert de cambouis après avoir bossé sur la moto et qu'elle a fait cette tête comme si j'avais marché dans une crotte et traversé son salon. Petit à petit, elle a commencé à lâcher des remarques, comment je devrais mieux m'habiller quand on allait à ces événements professionnels, alors que mon unique bon costume coûtait plus cher que la mensualité de beaucoup de voitures. Après 18 mois, on a emménagé ensemble, parce que son bail se terminait et que mon appart à Midtown était plus grand. Erreur de débutant. Mais l'amour rend stupide parfois. J'aurais dû mettre ça par écrit. Et c'est là que j'ai vraiment merdé, ses amis. 3 princesses passives-agressives, maîtresses dans l'art du compliment empoisonné. Betty, la meneuse, capable de faire sonner, que Dieu te bénisse, comme, va te faire voir. Brooke, qui réussissait à transformer chaque conversation en concours de vantardise déguisée. Et Bianca, experte dans ces petites phrases qui te laissent te demander si on vient de t'insulter ou de te complimenter. Leur venin était subtil au début. Comme le jour où j'ai fumé du brisket pour l'anniversaire de Chloé. 14 heures de cuisson, réveil à 4 heures du matin, tout le rituel. Quand ses copines sont arrivées, Betty a inspecté mon installation et a dit « Oh, waouh, c'est tellement authentique. On dirait une de ces émissions de Food Network, comment ils appellent ça déjà? De la cuisine réconfortante ?» Brooke a ajouté « C'est trop mignon que tu aies tout fait toi-même. Mon copain préfère faire des réservations quelque part, mais c'est plus artisanal, j'imagine. » Et Bianca, avec son sourire de lame de rasoir, a lancé « Au moins, on sait qu'Alan est doué de ses mains. C'est sûrement pratique dans votre couple, non, Chloé ?» Je pouvais sentir l'insulte cachée, mais quand j'en ai parlé plus tard à Chloé, elle a simplement ri, elle plaisante, « Alan. Ne sois pas si sensible. » Deuxième strike, la rencontre avec ma famille. C'était encore pire. Je l'ai amené chez mes parents à Liberty. Mon père est électricien retraité du syndicat. Ma mère travaille pour le district scolaire. Des gens simples, honnêtes, qui nous ont élevés avec des valeurs solides. Pendant le dîner, ma mère racontait les débuts difficiles de mon père, les doubles quarts, les sacrifices. Et j'ai vu Chloé textoter sous la table. Sur son écran, un groupe nommé Les Filles. Le message disait « Dîner chez la famille d'Alan. Expérience authentique de la classe ouvrière. La maison sans tout frit. Lol. » Quand ma mère lui a proposé de repartir avec des restes, sa fameuse casserole de haricots verts que j'avais dit que Chloé adorait, elle a posé une main sur son ventre et répondu « Oh, c'est adorable, mais j'essaie de faire attention aux glucides. » Vous savez ce que c'est. Le visage de ma mère s'est un instant figé avant de retrouver le sourire. Sur le trajet du retour, j'ai fini par lui dire, c'était assez impoli envers ma mère, ta remarque sur la nourriture, quoi? J'étais poli. Je ne peux rien y faire si j'ai des restrictions alimentaires, tu n'as aucune restriction alimentaire. Tu as mangé des pâtes 3 soirs cette semaine, Alan, tu analyses trop tout. Ta famille est gentille, ils sont juste différents. Différents. Oui, bien sûr. Le vrai tournant est arrivé à la pendaison de crémaillère de Hunter, à Brookside. Hunter bosse dans la climatisation. Il gagne bien sa vie et ne filtre jamais rien. Quand Betty a sorti, le travail manuel, c'est tellement important pour faire tourner la société. Hunter l'a regardé droit dans les yeux et a répondu, ouais. Ça doit être agréable de profiter de la sueur des autres pendant que tu restes assise dans un bureau climatisé. Silence absolu. Plus tard, quand Brooke a dit que son poste en marketing était intellectuellement exigeant, Hunter a demandé, exigeant, comment? Convaincre les gens d'acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin. J'ai éclaté de rire. Honnêtement, elle l'avait bien cherché. Mais sur le chemin du retour, Chloé m'a littéralement déchiré, ton ami a été complètement déplacé ce soir. Il a été impoli et agressif avec mes amis sans raison, sans raison. Elles ont été passives-agressives toute la soirée, elles faisaient juste la conversation.
Tu es beaucoup trop susceptible. Et rire quand il a attaqué Brooke? C'était gênant. Ah oui? Donc c'est gênant quand on dénonce leurs conneries, mais pas quand elles passent chaque soirée à piquer mon boulot et ma famille. Elles ne piquent rien du tout, c'est juste leur manière de parler. Tu vois le mal partout. Et c'est devenu un schéma. Elles lançaient leurs petites piques. Je répliquais. Et Chloé me disait que j'étais trop sensible ou agressif. Mais dès que moi ou Hunter leur renvoyions la balle, là c'était soudainement embarrassant. Alors j'ai commencé à éviter leur sortie de groupe. Beaucoup de pannes électriques urgentes et de pièces de Harley à réparer tout de suite. Chloé l'a remarqué mais n'a rien dit, ce qui aurait dû être un énorme drapeau rouge. Hunter m'avait pourtant prévenu, mec, elles te conditionnent. Elles te font croire que te défendre, c'est le problème. C'est de la guerre psychologique. Il avait raison. Mais j'étais trop aveuglé pour le voir. Et puis, le dîner de célébration qui a tout fait exploser. Chloé venait d'être promue coordinatrice marketing senior. Franchement, j'étais fier d'elle. Elle avait bossé dur pour ce poste, heures sup, lèche-bot, tout le parcours corporate. Quand elle me l'a annoncé, j'étais sincèrement heureux pour elle. J'ai proposé qu'on fête ça comme il faut. L'emmener, elle et ses copines, au Capitol Grill du centre-ville. Mon invitation. Oui, je sais ce que tu penses, pourquoi m'infliger ça? 2 raisons. Je l'aimais vraiment et je voulais marquer le coup. Je me suis dit que si je sortais le grand jeu, dîner chic, bon vin, elle laisserait peut-être tomber leur hostilité. Spoiler, c'était pire. Beaucoup pire. J'avais réservé pour 19h, demandé une table tranquille dans un coin. J'étais prêt à tout payer, entrée, vin, dessert, la totale. Chloé était magnifique dans une robe noire que je ne lui avais jamais vue. Et pendant 5 minutes, j'ai retrouvé la fille dont j'étais tombé amoureux. Puis ses amis sont arrivés. Les 4 cavalières de l'apocalypse financière. Betty est entrée en première, habillée d'une tenue de créateur qui devait coûter plus cher que ma moto. Elle avait cet air hautain, comme si elle faisait une faveur au restaurant en y mettant les pieds. Brooke, en mode influenceuse, a commencé à photographier le panier de pain avant même de commander. Et Bianca avait l'air prête pour une prise de contrôle hostile. Les boissons sont arrivées. J'ai pris une boulevard, bière locale. Elle, des cocktails au nom plus long que des phrases, et au prix qui allait avec. Au début, tout semblait normal. On parlait de la promotion de Chloé, de l'augmentation, du nouveau bureau d'angle. Elle rayonnait, parlant de ses nouvelles responsabilités et du séminaire d'entreprise à Denver. J'étais vraiment heureux pour sa réussite. J'espérais même que, peut-être, ce soir serait différent. Que ses amis se comporteraient enfin comme des adultes, juste une fois. Puis les entrées sont arrivées. Apparemment, c'était le signal pour commencer le carnage. Alors, Alan, dit Betty en découpant son cocktail de crevettes à $18, comme si elle pratiquait une opération à cœur ouvert, toujours électricien. Ça y est, on y est, ai-je pensé. Mais j'ai gardé mon calme. Le boulot dans l'électricité me réussit bien. C'est grâce à nous que la ville fonctionne. Ça doit être agréable d'avoir un travail aussi simple, continua-t-elle, sans même lever les yeux. Il suffit de suivre des instructions, non? Branché à dans la prise B. J'ai senti cette tension familière dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix posée. En réalité, l'électricité demande beaucoup de connaissances techniques et de résolution de problèmes. Les bâtiments modernes ont des systèmes intégrés très complexes. Oh, s'il te plaît, coupe à Brooke, levant les yeux au ciel jusqu'à presque voir son cerveau. C'est pas comme si t'avais besoin d'un diplôme pour ça. Pendant ce temps, Chloé cartonne en communication d'entreprise, elle travaille avec des dirigeants de haut niveau, ajouta Bianca, sans rater une seconde. Et toi, c'est quoi ton truc déjà avec les motos? Tu gaspilles ton argent dans de la ferraille? Je restaure des Harley vintage, ai-je répondu, probablement trop sur la défensive. Je viens de finir une Chevrolet de 79. C'est un hobby complexe qui demande, Bianca a éclaté de rire, comme si je venais de lui dire que je collectionnais les bouchons de bouteilles. Et combien d'argent tu balances là-dedans? Sérieusement. Chloé, ma fille, tu pourrais tellement viser plus haut. Tu te souviens de Derek, celui du congrès marketing digital. Il bosse dans l'immobilier. Lui, il a de l'ambition. Je me suis tourné vers Chloé, attendant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle se contentait de rire nerveusement, secouant la tête comme pour dire « Oh, vous êtes folle », sans me défendre. Pas un mot. Le massacre a continué pendant le plat principal. Elles m'ont appelé mécano graisseux, se sont demandé à voix haute comment je pouvais comprendre les stratégies marketing complexes de Chloé. Et Betty a carrément dit que j'avais de la chance que Chloé accepte de sortir en dessous de sa catégorie. Sortir en dessous. Comme si j'étais une œuvre de charité ou un service communautaire. Franchement, dit Brooke, je ne comprends pas de quoi vous pouvez bien parler, tous les deux. Qu'est-ce que Chloé raconte à quelqu'un qui n'a pas fait d'études? Elle doit tout lui expliquer lentement, ajouta Bianca. Avec des mots simples. C'est là que j'ai posé ma fourchette, et que je l'ai regardé droit dans les yeux. D'accord. Je crois que ça suffit. Elle a poussé un soupir, comme si j'étais celui qui exagérait. Alan, elle s'amuse, c'est tout. Ne sois pas si susceptible. Susceptible? Bianca a éclaté de rire. Quoi? Tu vas pleurer parce qu'on a blessé tes sentiments?
Et c'est là que Chloé m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé la phrase qui a tout détruit. Si tu ne supportes pas mes amies quand elles sont honnêtes, tu n'as qu'à payer et partir. Le silence s'est abattu sur la table pendant exactement 3 secondes. Puis Betty a laissé échapper ce rire aigu typique des filles riches qui croient avoir gagné quelque chose. Elle l'a vraiment dit. Chuchota-t-elle, assez fort pour que la moitié du restaurant entende. Je les ai regardées une à une. 4 femmes, me fixant, attendant ma réaction. Allais-je plier? Allais-je m'excuser et me rasseoir comme un bon petit distributeur automatique? Allais-je supplier Chloé de retirer ce qu'elle venait de dire? Non. Pas ce soir, Satan. Merci du conseil, ai-je dit en me levant. J'ai sorti mon portefeuille et fait un calcul rapide. Mon steak coûtait 42 $, plus le pourboire, disons 50. Mais j'ai laissé 3 billets de 20. Ça couvre mon repas, ai-je annoncé calmement. Les yeux de Chloé se sont écarquillés, comme un cerf pris dans les phares. Alan, assieds-toi. Sois pas dramatique. Dramatique? Se défendre, c'est dramatique, mais passer 2 heures à me castrer verbalement, c'est juste pour rire? J'ai pris mes clés sur la table. Passé une bonne soirée. Le restaurant entier s'est figé pendant que je marchais vers la sortie. Certains clients me fixaient, d'autres murmuraient. L'hôtesse m'a lancé un regard compatissant en me voyant passer devant son pupitre. Et j'ai continué. Le rire a repris avant même que je dépasse l'entrée. J'ai entendu Brooke, distinctement, il reviendra dans 5 minutes, regarde bien. Mais voilà le truc quand tu décides de partir, chaque pas devient plus facile que le précédent. Arrivé sur le parking, j'ai enfin respiré. Pour la première fois depuis des mois. Je suis monté dans mon pick-up, je me suis assis un moment et j'ai réalisé quelque chose, je n'étais pas en colère. J'étais soulagé. 3 ans de relation venaient de se cristalliser en un seul moment de lucidité. Rien n'allait s'améliorer. Elle n'allait pas soudainement se mettre à me défendre. Ses amis n'allaient pas devenir des gens décents. 10 minutes après avoir pris la route du retour, mon téléphone s'est mis à vibrer. Premier message de Chloé, très drôle. Reviens payer la note. Puis, Alan, ce n'est plus drôle. Tu es sérieux là? Reviens tout de suite. Je continuais à rouler vers Midtown. Les textos s'enchaînaient. Je pouvais presque sentir la panique monter de l'autre côté. Elles n'avaient pas réfléchi à un détail, elles avaient commandé comme si quelqu'un d'autre payait. Plusieurs entrées, des steaks hors de prix, des cocktails au tarif d'une mensualité de voiture, dessert, vin, tout. L'addition tournait autour de 500 $. Et j'avais laissé 60. Chloé m'a appelé 17 fois sur le trajet. Je n'ai répondu à aucune. En arrivant, j'avais déjà 4 messages vocaux, du ton agacé au ton furieux, puis carrément paniqué. Je suis rentré chez moi, j'ai attrapé un sac de sport, mis assez d'affaires pour une semaine, vêtements, trousse de toilette, chargeur. Mon téléphone vibrait toujours, comme une guêpe enragée. Puis j'ai pris la route vers chez Hunter, à Brookside. Il était 23h30 quand j'ai frappé à sa porte. « Mec », a-t-il dit en me voyant avec mon sac, enfin. Hunter me répétait depuis 2 ans que les amis de Chloé étaient toxiques et qu'elle était leur chef d'orchestre. Il avait tout vu. « Reste ici aussi longtemps que tu veux », m'a-t-il dit. « Mon canapé, c'est ton canapé, frère. Et je suis fier de toi. T'as enfin eu les couilles de partir. » Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus sur des œufs. Plus de pièges, plus de sarcasme déguisé. Juste, du calme. Mon téléphone vibrait encore, mais je l'ai retourné et je me suis endormi. Le meilleur sommeil depuis des années. Le lendemain matin, Hunter faisait du café. Mon téléphone, lui, faisait une crise de nerfs complète. Les textos avaient continué toute la nuit, une véritable campagne de bombardement numérique. De Chloé, je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça. Mes amis te trouvent pathétique. Tu m'as laissé avec une addition de 500 $. C'est tellement embarrassant. Envoie-moi l'argent sur Venmo tout de suite. Réponds au téléphone. Mais attends, c'est pas tout. Vers 3 heures du matin, les 3 sorcières ont décidé de s'y mettre aussi. Betty m'a envoyé un essai entier m'expliquant que j'étais financièrement abusif pour les avoir trompés, en leur faisant croire que j'allais payer. Apparemment, partir après qu'on t'ait dit de partir, c'est de la manipulation. Elle a aussi précisé qu'elle documentait tout pour le futur procès de Chloé. Un procès. Pourquoi? Ne pas avoir financé leur divertissement? Brooke, plus concise, t'es un minable. Chloé mérite mieux qu'un gamin incapable d'accepter des critiques honnêtes. Et Bianca, oh, Bianca. La reine de la stupidité. Elle m'a envoyé une demande Venmo de 150 $ avec le message « Remboursement pour détresse émotionnelle et Uber retour maison ». Détresse émotionnelle. J'ai fait une capture d'écran. Pour l'histoire. Tu peux pas inventer ça. Hunter, qui lisait par-dessus mon épaule, a lâché « Bon sang, c'est un concours pour savoir laquelle est la plus conne de l'année ? Je vais toutes les bloquer, ai-je dit. Attends, dit-il, avec un sourire démoniaque. Laisse-moi m'amuser un peu. Il a pris mon téléphone. Et a écrit à Betty. Salut ma belle. Alan m'a demandé de te dire qu'il est désolé, que ta personnalité soit si moche qu'elle rende ton visage supportable en comparaison. Bonne journée, mesdames. À Brooke, Hunter a envoyé.
Alan voulait que je te dise que traiter quelqu'un de loser tout en le suppliant de t'envoyer de l'argent, c'est l'ironie à son sommet. Au fait, ton copain Derek? Il envoie des messages à ma cousine depuis toute la semaine. Le monde est petit, hein? À Bianca, il a écrit. Alan te remercie pour ta demande Venmo, il avait besoin d'un bon fou rire. PS, facturer quelqu'un pour détresse émotionnelle après lui avoir craché dessus toute la soirée, c'est un niveau de syndrome de victime rarement atteint. Peut-être essaie la thérapie. Puis il les a toutes bloquées et m'a rendu mon téléphone. Voilà. Maintenant, elles peuvent aller se faire voir en privé, a-t-il dit. Mais non. Ces princesses pleines d'arrogance n'en avaient pas fini. Elles ne faisaient que commencer. Vers midi, des coups violents ont retenti à la porte de Hunter. À travers le Judas, on voyait Chloé et toute sa clique, prête à prendre la Bastille. Alan, je sais que tu es là. Cria Chloé si fort que tout l'immeuble pouvait l'entendre. C'est ridicule. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Mes responsabilités. Ah oui, celle de servir de punching ball émotionnel et de portefeuille de secours. Hunter a ouvert la porte avec son sourire de requin. Mesdames, bienvenue dans ma modeste demeure. Je peux vous proposer un peu de décence humaine? Ah non, désolé, vous êtes en rupture de stock. Où est Alan? Exigea Betty. Il doit faire un virement à Chloé pour hier soir. Il n'est pas là, répondit Hunter calmement. Mais je transmettrai le message. C'était quoi, déjà? Payer pour le privilège d'avoir été insulté toute la soirée? C'est bien ça? Tu ne comprends pas, intervint Bianca. Il nous a humiliés en public. Les gens l'ont vu partir. Oh non, fit Hunter en posant une main sur sa poitrine avec un air dramatique. Des gens ont vu les conséquences de vos actions? Quel traumatisme! Vous avez déjà envisagé la thérapie? Ou des cours de décence basiques? Brooke tenta de le pousser pour entrer, on sait qu'il est là. On ne partira pas tant qu'il n'aura pas payé. C'est là que le ton de Hunter a changé. Son sourire a disparu. Mesdames, vous êtes en train de violer une propriété privée et de harceler un résident. Vous avez 10 secondes pour retourner dans vos voitures avant que j'appelle la police. Et je vous jure que devoir expliquer aux flics pourquoi vous pensez qu'on vous doit de l'argent pour vous avoir maltraité verbalement, ça va être une belle conversation. Elles sont restées plantées 20 minutes après qu'il a refermé la porte, alternant entre tambourinades et hurlements. Finalement, un voisin a appelé le bureau de gestion de l'immeuble, et la sécurité les a fait dégager. Mais le pire était à venir. Elles ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Chloé a posté sur Facebook que je l'avais abandonnée avec une énorme addition, alors qu'elle m'avait, gentiment inclus dans sa célébration. Betty a partagé le post avec un long discours sur la toxicité masculine et la violence financière. Brooke a publié des photos du dîner, accompagnées de légendes sur les petits amis minables incapables de supporter les femmes qui réussissent. Elles m'ont tagué partout. Moi, ma famille, et même la page Facebook de mon boulot. À 18h, ma mère m'a appelé, mon chéri, une fille raconte des trucs fous sur toi en ligne. Elle dit que tu l'as laissé payer une addition énorme. Longue histoire, maman. En résumé, j'ai fréquenté une gamine pourri gâtée et ça s'est mal fini. Eh bien, ta sœur a vu ça, et elle est furieuse. Elle est dans les commentaires, en train de te défendre comme si c'était la 3e guerre mondiale. Dieu bénisse ma sœur. Je suis allé voir, et effectivement, elle menait une guerre totale contre la bande de Chloé. Elle avait ressorti leurs anciens messages sur notre famille, notamment celui où elle parlait de notre expérience authentique de la classe ouvrière. Elle avait aussi trouvé des photos sur le compte Instagram de Chloé, la montrant dans des restaurants hors de prix, et avait commenté. Quelqu'un qui dépense $200 par dîner chaque semaine ne semble pas vraiment en détresse financière. Les commentaires étaient devenus un champ de bataille. La moitié défendait Chloé et ses copines, parlant de femmes fortes face à des hommes fragiles, l'autre moitié, mes amis, ma famille, mes collègues, me défendaient bec et ongles. Et puis Hunter est arrivé dans les commentaires, comme la cavalerie. Il avait trouvé le LinkedIn de Bianca, où elle se vantait de son style de vie luxueux et de ses standards élevés. Il a posté un montage, d'un côté, sa photo LinkedIn professionnelle. De l'autre, sa demande Venmo pour détresse émotionnelle. Cadre marketing exigeante demandant une compensation émotionnelle parce qu'elle n'a pas eu un dîner gratuit. Voilà le résumé parfait de 2025. Le post est devenu viral, mais pas dans le bon sens. Des gens ont commencé à le partager comme exemple de comportement d'enfant gâté. Et soudain, la réputation professionnelle de Chloé s'est mise à s'effondrer. C'est là que le vrai chaos a commencé. Mardi, j'ai décidé de passer à l'appartement pendant que Chloé était au travail pour récupérer mes affaires. J'avais toujours ma clé et je payais encore la moitié du loyer, donc légalement, j'étais dans mon droit. Mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a fait bondir la tension artérielle. D'abord, l'odeur. Vin éventé, boîte de plats à emporter, et une atmosphère de colère contenue. 2 avis de plainte pour nuisances sonores étaient scotchés à la porte, leur réunion de crise du lundi soir avait apparemment tourné à l'émeute. Super, ça va rester sur notre dossier locatif. Puis j'ai commencé à inspecter. Et mon estomac s'est noué. Ma PlayStation avait disparu du meuble TV. Je l'ai retrouvée cachée dans le placard de sa chambre, probablement en pensant que je n'aurais pas le cran de la confronter. Mais ce n'était que l'apéritif.
Elle avait fouillé ma boîte à outils comme une cambrioleuse. Pour contexte, j'ai construit ma collection d'outils en 8 ans. Pas du matériel bas de gamme, du matériel professionnel, celui qui me fait vivre. Mon testeur de tension Klein, mon multimètre Fluke à $600, mes cintreuses de conduit, mes pinces à dénuder. La moitié avait disparu. J'ai fouillé partout, tiroirs, placards, buanderies, et j'ai retrouvé une partie de mon matos caché sous des serviettes de luxe, dans la salle de bain. Mon tire-câble était planqué derrière les manteaux d'hiver, comme si elle préparait une vente de garage Revenge Edition. J'ai ouvert Facebook Marketplace. Et là, bingo, les annonces postées par Chloé. Mon testeur Klein, $75, valeur 2 cents. Mon multimètre Fluke, $300, valeur 6 cents. Ma cintreuse, $50, valeur 150. Tout à vendre rapidement. J'ai fait des captures d'écran avec les eurodatages, prouvant que les annonces dataient d'hier matin. Puis j'ai continué à fouiller. Et là, la bombe. Elle avait pénétré dans mon atelier du garage, là où je restaure ma Harley. La Chauvelette de 79 sur laquelle je bossais depuis 8 mois était listée sur Craigslist. Moto de collection, besoin de réparation, $3000 au BO, doit vendre rapidement, déménagement imminent. $3000 pour une moto qui vaut au moins 12 000 dans son état actuel, et probablement 18 000 une fois terminée. Une moto qui n'est pas à elle, une moto qui représente des mois de travail, de recherche, de pièces rares. Le pire, il y avait déjà 7 acheteurs intéressés, dont un prêt à venir la chercher le week-end même. J'ai immédiatement appelé la ligne non urgente de la police. Donc, elle essaie de vendre vos biens sans autorisation, demanda la standardiste. Exactement. On vivait ensemble, mais tout ça m'appartient personnellement. J'ai les reçus pour prouver la propriété. C'est du vol, monsieur. Je peux envoyer un agent sur place pour établir un rapport. En attendant l'officier, j'ai appelé Hunter. Mec, j'ai besoin de ta remorque. Urgent. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle essaie de vendre ma putain de Harley. Sérieux? Mon Dieu, quelle salope. J'arrive dans 20 minutes. Hunter est arrivé avec son camion et sa remorque en même temps que le policier. Le policier a été plutôt cool à propos de la situation. Il m'a expliqué que, même si les différends de propriété entre cohabitants pouvaient devenir compliqués, vendre les affaires de quelqu'un sans autorisation restait bel et bien un vol, surtout quand j'avais les preuves claires de propriété. Documentez tout, m'a-t-il conseillé. Gardez les captures d'écran des annonces. C'est suffisant pour porter plainte si vous décidez d'aller plus loin. On a chargé la Chauvelette sur la remorque, avec tous les outils qu'elle n'avait pas encore réussi à vendre. J'ai mis tout ce qui avait de la valeur en sécurité chez Hunter avant que Chloé ne rentre. Pendant que le policier prenait encore des notes, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Wayne, le propriétaire. Alan, il faut qu'on parle du bail. Chloé m'a appelé, elle dit que tu as abandonné l'appartement et elle veut que je te retire du contrat. Et on a eu 2 plaintes pour tapage cette semaine. Rappelle-moi vite. Je suis sorti pour l'appeler. C'était mon propriétaire depuis 3 ans, un type bien, jamais eu le moindre souci avec lui. Elle m'a dit que tu étais parti depuis des semaines, m'a-t-il expliqué. Je suis parti depuis 4 jours à cause d'un problème domestique. Je suis d'ailleurs à l'appartement avec un policier pour déposer une plainte pour vol. Ah, elle a dit que tu avais déménagé définitivement et refusé de payer le loyer. Faux. Je n'ai rien abandonné du tout. En fait, si elle veut sortir du bail, je peux le reprendre seul. Je peux payer la totalité sans problème. Écoute, entre nous, je préférerais te garder comme locataire. Tu n'as jamais été en retard et je n'ai jamais eu de plainte avant cette semaine. Si tu veux reprendre le bail, on peut en discuter. Et les plaintes? C'est ça qui m'inquiète, Alan. Une autre plainte, et j'aurai des raisons légales d'expulsion. L'immeuble a des heures calmes, et apparemment, lundi soir a été particulièrement bruyant. Quand le policier est parti et qu'on a terminé le déménagement, je me suis assis dans mon pick-up et j'ai fait le point. Outils volés et mis en vente. Moto presque vendue. Plainte de voisinage menaçant mon logement. Campagne de harcèlement sur les réseaux visant ma famille et mon boulot. Et pas une seule fois, Chloé ne s'était excusée pour ce que ses amis avaient dit. Aucune reconnaissance de la gravité de la situation. Pour elle, tout tournait autour de l'argent et de son ego blessé. Il était temps d'arrêter de jouer en défense et de passer à l'attaque. Le truc avec les gens pleins d'arrogance? Ils ne comprennent qu'un seul langage, les conséquences. Première manche, les accusations de vol. D'abord, j'ai officiellement déposé la plainte pour vol. Le policier avait été clair, peu importe la relation, ce qu'elle avait fait était un vol. Avec le numéro de dossier en main, j'ai recontacté Chloé, pour la première fois depuis le dîner. Tu as 24 heures pour me rendre toutes mes affaires, ou je porte plainte. Cela inclut les outils actuellement listés sur Facebook Marketplace à ton nom. Sa réponse a été immédiate. Ce sont des cadeaux. On a vécu ensemble 3 ans. Ce qui est à toi est à moi. Mauvaise réponse, ma belle. J'ai rappelé le détective chargé de mon dossier. Elle prétend que les objets volés étaient des cadeaux. J'ai les reçus prouvant que je les ai achetés avant notre relation. Parfait, m'a-t-il dit. Demandez-lui de fournir des preuves de ces soi-disant cadeaux. Quand elle ne pourra pas, on aura de quoi la coincer pour vol et fausse déclaration.
J'ai envoyé un texto. Merci de fournir les reçus ou documents prouvant que ces objets étaient des cadeaux. Le détective Morrison en a besoin pour son rapport. Silence radio. Deuxième manche, la guerre des réseaux sociaux. Pendant ce temps, Hunter préparait quelque chose de magnifique. Le post Facebook de Chloé sur moi s'était retourné contre elle de façon spectaculaire. Les commentaires étaient désormais à 70% en ma faveur, les gens la critiquant pour avoir exposé notre histoire en ligne, surtout après avoir appris le vol des outils. Mais Hunter a trouvé la pépite, une story Instagram de Brooke datant de la veille, où elle se montrait dans un autre restaurant chic, se plaignant des « hommes radins incapables de gâter une femme ». Regarde ça, m'a-t-il dit en me montrant son téléphone. Posté 8 heures après qu'elle t'ait supplié d'envoyer de l'argent. Quelle audace. Il a fait une capture d'écran et l'a publiée en réponse au post de Chloé. Intéressant, quelqu'un qui ne peut pas payer un dîner à $500 peut s'offrir un repas à $150 le lendemain. On dirait que ce n'est pas une question d'argent, en fait. Le post a été partagé 247 fois dans les groupes locaux de Kansas City. Les employés de restaurants ont commencé à commenter, ils les connaissaient, disaient qu'elles étaient exigeantes, impolies et laissaient peu ou pas de pourboire. Une serveuse du Capitol Grill a même écrit « Je travaillais ce soir-là. Elles ont été exécrables avec le personnel et n'ont laissé aucun pourboire sur une addition de $500. Le seul poli à la table, c'était le gars qui est parti. » Troisième manche, l'homme de l'intérieur. Mais le coup de grâce est venu d'une source inattendue, Terrell, le petit ami de Bianca. Il m'a envoyé un message privé. « Mec, j'ai vu ce qui s'est passé. Bianca m'a montré les textos qu'elle t'envoie. C'est dégueulasse. Et il m'a lâché une bombe. Tu veux savoir un truc sur la situation financière de Bianca? Il s'avère que Bianca mentait à tout le monde. Elle s'était fait virer de son boulot de marketing 3 semaines plus tôt pour retard répété, réseautage excessif, comprendre, picoler avec ses copines en pleine journée. Depuis, elle vivait sur les cartes de crédit et le salaire de Terrell, tout en faisant croire qu'elle bossait toujours. La demande Venmo pour « détresse émotionnelle ». Elle était littéralement fauchée et espérait que je paie vraiment. J'en ai fini avec cette fille pourri gâtée, m'a dit Terrell. L'avoir te réclamé de l'argent après tout ce qu'elles t'ont fait? Ça m'a ouvert les yeux. Il m'a même envoyé des captures de leurs textos, où Bianca me traitait de loser et disait que Chloé sortait avec le personnel. Effet domino, Terrell a déménagé de leur appartement le week-end suivant. Sans son revenu, Bianca n'a plus pu suivre son train de vie ni payer sa part du loyer. Quelques jours plus tard, elle postait sur Facebook pour demander une aide financière temporaire pendant sa transition de carrière. On n'aurait pas pu écrire une ironie pareille dans un film. Mais j'en avais encore sous le coude. Parce que l'entreprise de Chloé avait une politique stricte sur les réseaux sociaux, aucun contenu ne devait nuire à l'image de la société. Et son post Facebook sur notre rupture mentionnait son post et le nom de sa boîte dans sa bio. La campagne de harcèlement était donc directement liée à son profil professionnel. Je n'ai même pas eu besoin de la dénoncer. Quelqu'un de son boulot a vu le drame, reconnu son nom, et l'a signalé en interne. Résultat, Chloé a été convoquée jeudi matin par les RH. Apparemment, publier des histoires personnelles humiliantes en se présentant comme employé de l'entreprise viole plusieurs clauses du règlement interne. Et la cerise sur le gâteau? Betty. Tu te souviens qu'elle disait, tout documenté pour quand Chloé me poursuivra? Eh bien, elle a voulu aller plus loin. Elle a posté un faux avis Google sur mon entreprise d'électricité, me traitant des incompétents et peu fiables. Petit souci, la diffamation commerciale, c'est illégal dans le Missouri. Autre souci, elle a été assez stupide pour le faire sous son vrai nom et avec son profil Facebook relié. Mon avocat d'affaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure dès le vendredi après-midi. L'avis Google a disparu en quelques heures, mais pas avant que Hunter n'en fasse une capture d'écran comme preuve. Samedi matin, j'ai décidé de passer en mode terre brûlée. Le détective Morrison m'a appelé mardi matin. Elle a rapporté la plupart des outils au commissariat hier. Elle prétend qu'il s'agit d'un malentendu à propos de biens partagés. Vous voulez toujours porter plainte? Absolument. Elle a aussi falsifié votre signature sur l'annonce Craigslist pour la moto. Ça, c'est de la fraude. On va ajouter ça au dossier. L'audience préliminaire a été fixée au vendredi suivant. Chloé est arrivée accompagnée d'un avocat hors de prix, l'air de vouloir disparaître sous le plancher du tribunal. Son avocat a tenté de plaider le différend domestique, prétextant que tout ça n'était qu'un drame de couple qui avait dégénéré. Le procureur n'a rien voulu entendre. Le jeudi précédent, un avocat d'un grand cabinet du centre-ville m'a appelé. « Monsieur Allan, nous aimerions trouver un arrangement à l'amiable pour éviter les poursuites. Ma cliente est prête à vous indemniser pour les désagréments et à couvrir vos frais juridiques si vous abandonnez l'affaire. » Je lui ai répondu. Voici ma contre-proposition, elle plaide coupable pour vol, rembourse intégralement, et reste loin de moi. Aucune négociation sur les charges. Il a raccroché. 5 minutes plus tard, je recevais un virement Venmo de $1847, apparemment ce qu'elle avait calculé comme le prix des outils et des frais d'annonce. Trop peu, trop tard, ma belle. L'audience préliminaire fut un carnage. Chloé est arrivée dans un tailleur emprunté, pâle comme un linge. Quand le juge m'a demandé mes preuves de propriété, j'avais des reçus sur 6 ans et des photos de mes assurances.
Quand il lui a demandé à elle des preuves que c'était des cadeaux ou des biens partagés, son avocat a chuchoté frénétiquement avant d'admettre qu'il n'avait rien. Boum. Plaidoyer de culpabilité pour vol délictuel, misdemeanor theft. Résultat. 1 an de probation. Amende de $2500. Remboursement intégral. Et la condamnation inscrite à son casier. Les actes ont des conséquences. Concept fou, n'est-ce pas? Mais ce n'était que le début. L'entreprise de Chloé avait une politique stricte, tout employé devait déclarer toute condamnation pénale dans les 30 jours. Quand les RH ont découvert le dossier de vol, ils ont commencé à s'interroger sur son jugement et son professionnalisme. Résultat, promotion annulée. Elle a été transférée dans un service que personne ne voulait, à gérer les comptes problématiques. Dans la même semaine, Monsieur Wayne, le propriétaire, lui a signifié son expulsion. Les plaintes pour nuisance et les visites de la police à cause de l'enquête de vol avaient violé plusieurs clauses du bail. Elle avait 30 jours pour quitter les lieux. Et Betty? Son faux avis Google s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Mon avocat a déposé une plainte en diffamation commerciale pour $15 000 de dommages liés à l'atteinte à ma réputation professionnelle. Son assurance a préféré régler à l'amiable pour $8 000 plutôt que d'aller au procès, et lui a retiré sa couverture par la suite. Bonne chance pour retrouver une assurance avec un règlement de diffamation sur ton dossier, Betty. Et 3 semaines plus tard, elle s'est fait virer. Quelqu'un du service RH est tombé sur son LinkedIn, où elle postait des messages sur la gestion des gens difficiles et les entrepreneurs non professionnels. Ils ont fait le lien, elle représentait l'entreprise tout en étant au cœur d'un procès pour diffamation. Violation de la politique de communication et des standards de conduite. Brooke, elle, s'est effondrée sous le poids de ces chiffres. Son petit ami Derek a consulté son rapport de crédit lors du renouvellement de leur bail et a découvert $47 000 de dettes de carte. Elle vivait à crédit depuis 2 ans. Quand il l'a confrontée, elle a essayé de lui faire croire que c'était des investissements dans leur avenir commun et qu'il devrait l'aider à rembourser. Il a déménagé le week-end même. Sans Derek, impossible de payer ses dettes. Elle a dû vendre sa voiture, retourner vivre en colocation, et travailler comme serveuse de nuit. Le style de vie d'influenceuse? Évaporé du jour au lendemain. Et enfin, la championne toute catégorie, Bianca. Terrell n'a pas seulement déménagé, il avait tout documenté pendant des mois, les demandes Venmo, les exigences de cadeaux, les additions de restaurants qu'il devait régler. Il a tout transmis à un ami avocat spécialisé en droit familial, qui a déposé une ordonnance restrictive pour abus émotionnels et financiers. Résultat, avec cette ordonnance judiciaire, Bianca n'a pas pu passer la vérification d'antécédents pour son nouvel emploi dans une agence marketing. Elle était déjà sans travail depuis 6 semaines, avait brûlé ses économies pour sauver les apparences, et quand ses parents ont découvert ses ennuis judiciaires, ils l'ont carrément coupée financièrement. Apparemment, recevoir des papiers du tribunal alors qu'on vit dans la cave parentale, ce n'était pas le petit contretemps temporaire qu'il pensait. La dernière nouvelle que j'ai eue, elle bosse dans un centre d'appel à indépendance, dans un studio qui sent la cigarette et la défaite. Le groupe d'amis a complètement implosé. Quand Chloé a perdu son salaire et son appartement, elle ne pouvait plus jouer le rôle de porte-monnaie du groupe. Betty, ruinée par les frais d'avocat, ne pouvait plus compenser. Brooke trimait avec 2 boulots. Bianca était persona non grata, avec une ordonnance restrictive. Elles ont commencé à se rejeter la faute les unes sur les autres. Bianca a accusé Chloé d'avoir ruiné leur vie en sortant avec un mec de classe inférieure. Betty a dit qu'elle n'avait fait que dire la vérité et que les autres étaient trop sensibles. Brooke a affirmé qu'elles étaient toutes des influences toxiques qui avaient détruit son jugement. Les groupes chats se sont tus. Les invitations à dîner ont cessé. 3 ans de fausses amitiés se sont évaporés dès que leur confort financier a disparu. Pendant ce temps, moi, j'ai emménagé dans un nouveau loft dans le quartier des Crossroads, terminé la restauration de la Chauveled, et trouvé assez de contrats pour acheter une 2e moto à retaper. Le dimanche, Hunter apporte toujours du barbecue de chez LCS, et on passe la journée à bosser sur les motos, sans que personne ne dise que c'est une perte d'argent. Terrell passe parfois aussi, on échange des nouvelles sur nos ex et leurs déboires judiciaires, et on se marre en se disant à quel point la vie s'améliore quand on arrête de financer la bêtise et l'arrogance des autres. La vie est belle.